Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session, équipe diminuée en ce moment. Je suis rejoint par mon acolyte Shai Mamou, on s'est parlé un petit peu ce matin pendant le CQFR. Alors tout de suite, je voudrais dissiper les premières rumeurs. Antoine Pimel n'a pas été tradé pour l'instant, on est encore en train d'étudier le marché. C'est vrai que depuis qu'on lui a laissé entendre qu'il pourrait jouer pro en Autriche s'il y allait avec son niveau de basketteur amateur, j'ai cru comprendre qu'il était du côté de Vienne pour checker un petit peu le niveau des clubs locaux. Voilà, blague à part, bon, on se retrouve avec Shai pour un nouveau podcast. L'idée cette semaine, c'était de revenir un petit peu sur un personnage qui est omniprésent en ce moment dans les médias, d'une manière ou d'une autre, c'est Draymond Green. Alors pourquoi alors on a parlé de lui parce qu'il est revenu sur l'affaire avec Jordan Poole. Quand il parle pas dans son propre podcast, il a invité du podcast d'autres joueurs NBA, que ce soit Pat Beverley ou Paul George et d'autres. Il était aussi dans les infos parce qu'on savait pas s'il allait repartir avec les Warriors cette saison. Maintenant, on sait que les Warriors repartent avec lui. C'est un personnage qui est clivant, c'est un personnage qui fait vivre la NBA sur le terrain comme en dehors. On a eu envie de faire un petit peu le point avec Shai pour parler de Draymond Green, un petit peu voilà, sa vie, son œuvre et l'avenir, puisqu'il vient de repartir pour 4 ans de contrat avec les Warriors. Parler un petit peu de tout ça. Shai, écoute, première question peut-être pour débuter. Tu me l'évoquais un petit peu juste avant qu'on enregistre cet épisode. Je voudrais que tu me rappelles ou que tu me dises, toi, quelle a été la première impression que tu as faite Draymond Green, à partir de quel moment il est rentré un petit peu sur ton radar, à partir de quel moment tu as identifié qui était Draymond Green? Ouais, bah, j'ai une relation un peu complexe avec Draymond Green, le basketteur, l'homme, tout ça, parce que bon, je voyais qui c'était à Michigan State. Voilà, c'était un joueur universitaire dont on parlait forcément un peu parce que c'est une grosse fac et qu'il arrivait en NBA avec une certaine réputation, même s'il n'a pas été pris aussitôt qu'il l'aurait aimé. On savait que c'est un joueur dont on parlait. Ma première impression a été assez catastrophique, je dois l'avouer. En tout cas, j'étais très hermétique à ce qu'il pouvait apporter parce que j'avais en tête des tweets on va dire extrêmement homophobes qu'il avait pu faire lorsqu'il jouait à Michigan State je vais pas revenir forcément dessus dans le détail, mais il se trouvait dans un avion avec l'équipe et puis il avait eu des propos honnêtement très nauséabonds sur le personnel de l'avion, toutes ces choses-là. Bon, il a évolué avec le temps là-dessus, hein, c'est ce que je trouve aussi intéressant, mais première impression hors terrain assez désastreuse. Et petit à petit, je me suis fait aux joueurs et aux personnages. C'est-à-dire que même en premier lieu, j'aimais pas le côté... il l'a encore un peu aujourd'hui, mais tu sais, un peu troll, un peu tyran, un peu brut de la cour de récré. Alors on le voit encore récemment, là, parce que tu disais qu'il était souvent dans l'actualité en ce moment. Il est dans tous les podcasts, il a des anecdotes un peu sur tout. Il s'en prend gratuitement à des mecs. Je pense à Andrew Nicholson récemment sur le fait qu'il ressemblait pas à un joueur de basket et que c'était celui dont il avait le plus honte qu'il ait été pris drafté avant lui. Il limite, si tu veux, c'est drôle à regarder, mais tu sens le côté un peu brut de cour de récré. Quand ça te concerne pas, tu trouves ça marrant, mais quand tu es à la place du mec, tu te dis bon, ça doit quand même pas être facile à vivre. Nicholson qui a eu une réponse très drôle, je sais pas si tu l'as vu passer cette semaine là. Ouais, c'est ça, il dit qu'il trouve que c'est parce que il manque certainement d'assurance en lui, d'assurance, et que il trouve ça un peu désolant, mais que bon, c'est juste que c'est à cause de ça qu'il lui a fait ces remarques là. Ouais. J'ai bien aimé quand il a fini en disant j'étais surpris de voir que j'étais dans la tête de Draymond Green, ça faisait 11 ans qu'il pensait à moi. Moi, j'ai pas pensé une seule fois à lui en 11 ans, ça j'ai trouvé ça plutôt drôle aussi de la part de... Ouais, c'était marrant, il l'a pris avec détachement, mais voilà, ce côté un peu brut, ça même aujourd'hui, on va dire que je suis pas spécialement fan quand il cible des mecs comme ça, mais son début, les premières impressions n'ont vraiment pas été bonnes parce que il y avait ce truc-là, et puis petit à petit, j'ai commencé quand même à voir ce qu'apportait le joueur, ce qui n'est pas quelque chose d'évident au premier coup d'œil, hein, il faut le dire. Quand tu regardes les matchs des Warriors, surtout avec un œil peut-être pas expert, ce qui était mon cas, je pense, au début de sa carrière, quand il arrive en NBA, je
je regardais pas forcément les choses que je regarde aujourd'hui dans un match NBA chez des joueurs. Je me disais, mais le gars, c'est un tyran et en plus, je trouve pas que c'est un joueur fantastique. Et puis bon, petit à petit, on comprend. Ouais, ce qui est intéressant vraiment, c'est que c'est un personnage complexe. Finalement, le personnage est aussi complexe que le joueur. Par exemple, quand on a fait dans notre MOOC numéro 10, qui était dédié aux playmakers, une des questions qu'on a posées aux intervenants de la table ronde, c'était de savoir si finalement les Warriors, qui était le premier playmaker des Warriors, est-ce que c'était Stephen Curry ou est-ce que c'était Draymond Green. En gros, les différents intervenants s'accordaient à dire que tout part quand même de Stephen Curry, que si t'as pas Stephen Curry, un Draymond Green ne peut pas rayonner, mais que finalement, dans les faits, ensuite, il y a une espèce de partenariat où finalement c'est ce duo de joueurs qui fait que les Warriors sont les Warriors que l'on connaît. Et donc, il a une façon d'impacter le jeu à la fois de manière très directe et parfois de manière très diffuse, en fait. Tu vois, par exemple, défensivement, c'est pas tant, bien sûr, il est très fort sur l'homme. Il a prouvé qu'il pouvait défendre sur ces fameux joueurs qui peuvent défendre sur les positions 1 à 5. Mais une grande partie de son travail, finalement, elle est vraiment dans les aides défensives, dans la manière d'alerter ses coéquipiers en permanence. C'est des choses, comme tu le disais, qui sautent pas à l'œil forcément instinctivement de tout le monde et qui font que c'est un joueur qui est difficile à cerner, quoi. C'est ça. Enfin. Là, on parle de la défense. Enfin, c'est un défenseur absolument phénoménal quand on commence justement à regarder cet aspect-là du jeu qui, comme je l'ai dit, n'est pas celui qui saute aux yeux de prime abord. Draymond Green, c'est pas le plus rapide, c'est pas le plus grand, c'est pas le plus costaud, mais son cerveau va à une vitesse terrifiante. En fait, et puis c'est aussi un formidable playmaker. Il n'a pas besoin de passes flashy, même si ça peut lui arriver. Et il fait très très souvent. Ce qu'il fait, c'est très très souvent juste et c'est exactement ce qu'il faut faire. Et on le voit, il y a cette espèce d'alchimie, de synergie avec Stephen Curry qui est dingue. Autant il y a cette association des personnalités ils ont des tempéraments et des personnalités assez opposées, mais qui se complètent à merveille. Et à défaut d'être peut-être le playmaker, où là tu disais que la réponse des gens c'était plutôt que Steph était quand même le vrai playmaker de l'équipe, le joueur le plus important. Moi, dans mon idée, ces deux-là, c'est les deux vraies âmes des Warriors, avec tout le respect que je peux avoir pour Klay Thompson, mais ce qu'il apporte sur le playmaking, ce qu'il apporte sur la défense et sur le côté leader vocal, il est tellement important et il a été important avant, au début de la dynastie, si on peut appeler ce que font les Warriors une dynastie, ce qui est mon cas, pour moi c'est une dynastie, et même ce qu'il apporte encore maintenant sur le titre qu'ils ont eu la saison, pas celle-là mais celle d'avant, il est tellement fondamental que... Et encore une fois, ça se voit pas au premier coup d'œil. Et même si aujourd'hui, il y en a qui sont encore hermétiques à Draymond Green, je pense qu'il devrait regarder très attentivement ce qu'il est capable de faire défensivement, notamment. Il y a plein de phases où il y a des contre-attaques où il a 1 contre 2, 1 contre 3. Il arrive à casser ces contre-attaques-là. Quand les caméras sont braquées, quand il y a un focus sur lui, comme tu le disais, tu le vois dialoguer, tu le vois alerter, prévenir de ce qui va se passer exactement. Je trouve ça, c'est fascinant à regarder, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Je partage ce que tu dis. Moi, j'adore Klay Thompson. Je suis un fan de Klay Thompson. Ouais. Bien sûr que c'est un élément essentiel au succès des Warriors et que les Warriors n'auraient pas été aussi forts s'il n'y avait pas eu Klay Thompson. Mais en termes de fonctionnement de jeu, en fait, je pense qu'effectivement, c'est vraiment cette connexion entre Draymond Green et Stephen Curry qui a donné ce jeu qui est plaisant pour les gens qui aiment bien voir le ballon bouger, les joueurs bouger, parce que d'une part, il faut que tu aies une superstar en la personne de Stephen Curry qui accepte de jouer sans le ballon, parce que bien sûr avec le ballon il est très fort, mais il est tout aussi fort et il pose tout autant de problèmes à la défense quand il n'a pas le ballon, parce qu'il est systématiquement en mouvement. Et d'autre part, un joueur comme Draymond Green qui finalement il monopolise pas le ballon, mais quand le ballon lui vient dans les mains, il en fait souvent le bon usage, que ça soit et surtout dans un laps de temps assez court, en fait. C'est pas du tout un ball stopper. La balle lui arrive dans les mains, tout de suite il enchaîne sur la suite, et je reviens sur ce que tu disais sur l'intelligence de jeu qui est notable en défense, et en attaque c'est vraiment pareil. C'est-à-dire qu'il y a ce fonctionnement de jeu offensif propre aux Warriors que les joueurs corps de l'équipe connaissent sur le bout des doigts, en fait, les principes de base, et derrière il y a cette capacité à comprendre ce que fait la défense et à lire dans l'instant ce qui va se passer, et donc par conséquent à anticiper souvent comment la défense va réagir. Et là c'est vrai que c'est un plaisir de voir jouer ces deux-là ensemble. Encore une fois, c'est aussi possible parce que de l'autre côté, si tu as Klay Thompson de l'autre côté, la défense peut pas se permettre de venir simplement
charger le côté ballon et tu es obligé de respecter un shooter comme Klay Thompson. Donc c'est ces qualités de ces 3 joueurs-là qui fait que c'est aussi difficile de défendre sur les Warriors. Mais voilà, l'intelligence de jeu, en tout cas, la communication perpétuelle, le fait d'anticiper, c'est vraiment ce qui fait de Draymond un joueur à part. Ouais, le QI basket, c'est pas toujours quelque chose de très palpable quand on dit ouais, il a un QI basket, ou quel que soit le sport, on dit il a tel QI, même si c'est un joueur qui en dehors paraît pas intelligent dans le sens traditionnel du terme, tu vois, parce qu'il est tout le temps à la provoque, t'as l'impression que c'est une brute épaisse, mais c'est pas vraiment le cas. Mais je trouve que ce QI basket, il se retranscrit vachement aussi quand il est analyste, les quelques fois où il était à la télé. C'était sur TNT, je crois, hein, c'est ça, il était avec les matchs, la saison où les Warriors font pas les playoffs, il a fait quelques matchs et je l'avais trouvé totalement bluffant et je pensais être objectif sur lui parce qu'à la base je l'aime pas mais je l'ai trouvé incroyable. Les matchs sur lesquels il était intervenu, palette à l'appui, c'était super fort dans la lecture du jeu, la connaissance, la pédagogie dans l'explication aussi. Je sais pas si tu te souviens, il y avait une petite phase avec Jokic. Oui. Il avait ciblé un peu les problèmes qu'il avait, enfin qui représentaient pour Denver, presque le handicap qu'il représentait pour Denver en défense, avec des mots, là, ça reste Draymond Green, donc c'était un peu punchy. Et après coup, il avait dit qu'il avait eu peur de l'avoir blessé, qu'il était allé le voir en lui disant non, je voulais pas te manquer de respect, c'est juste j'essayais de faire mon analyse. Et puis Jokic, pas du tout vexé, qu'il lui avait dit non mais mec, tu fais ton taf, t'avais raison, ça m'a d'ailleurs beaucoup aidé à progresser et parfois sur des actions, je pense à toi, tu vois ce que t'as dit. Et même voilà, dans son podcast ou quand il est ailleurs, quand ça parle vraiment strictement basket et qu'il n'est pas juste dans le troll ou la rigolade, c'est très 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 bon. Et d'ailleurs, il est meilleur en solo, en explication solo quand il parle tout seul, je trouve, plutôt que quand il y a quelqu'un d'autre avec lui. Ça, c'est une autre de ses caractéristiques peut-être, mais... Ouais, d'ailleurs, son podcast, il est tout seul, hein, la plupart du temps. Voilà, je pense que c'est pas un hasard. Il avait expliqué, je crois qu'une fois, il était invité de JJ Redick et il disait qu'au début, les 2-3 premières émissions qu'il avait faites, et même avec quelques invités, il avait trouvé ça catastrophique, il avait arrêté. Il avait repris qu'après, mais en tout cas, c'est un type qui... Et moi, le premier, de prime abord, je me suis dit, c'est un mec qui joue dur, un peu old school, côté tough, tu vois, du trash talk. Typiquement, le genre de joueur que j'aimais pas, moi, personnellement, avant. J'avais du mal avec Kevin Garnett, par exemple. Pareil, pour des raisons... je voyais le niveau du joueur, il fallait être aveugle pour voir qu'il n'était pas très très fort, mais ce qui dégageait me plaisait pas et j'arrivais pas à voir au-delà. Mais c'est pareil pour Draymond. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à voir au-delà et puis tu te rends compte que dans cet écosystème des Warriors, il est fondamental et il est fascinant à observer, même en déclinant un peu physiquement, en prenant de l'âge, il est toujours incroyable, quoi. Ouais, ce qui est vraiment unique, je trouve, à Draymond, en fait, c'est que parfois tu pourrais presque séparer les joueurs entre 2 catégories. En fait, ceux qui sont des joueurs de continuité. Par exemple, je vais donner l'exemple de Scottie Pippen, qui est... Voilà, tu avais Jordan scoreur à tout... Enfin, pas que scoreur, bien sûr, mais joueur d'élite capable de jouer pour lui tout seul. Et finalement, si l'attaque en triangle fonctionnait aussi bien du côté des Bulls, c'est parce que tu avais un joueur comme Scottie Pippen qui se mettait au service de l'équipe et qui faisait que tout circulait autour, qui impliquait tout le monde, qui avait une continuité et que Jordan n'était pas que dans la volonté parfois de casser le système en triangle. Donc parfois, tu as des joueurs comme ça, et Draymond Green, il correspond à ce profil, en fait, dans une grande partie de ce qu'il peut faire du côté des Warriors. Et de l'autre côté, tu as les joueurs qui sont des joueurs de rupture, en fait, qui vont justement être capables de sortir du cadre, que ça soit sur le terrain ou en dehors. Et en fait, Draymond, il est aussi là-dedans. C'est-à-dire que là où c'est hyper étonnant, c'est qu'il est à la fois garant de la continuité, et en même temps... du fait qu'il est garant, qu'il se perçoit comme étant garant de cette continuité, et ben ça va être un joueur de rupture capable de mettre une patate dans l'entrejambe de LeBron James en finale NBA, de dire à Kevin Durant que les Warriors n'ont pas besoin de lui pour continuer à gagner des titres. Et c'est en ça que je le trouve assez fascinant, parce qu'en fait, voilà, Steve Kerr, on n'a pas parlé de Steve Kerr encore, mais faut aussi reconnaître que même s'il y a eu un parcours de, comment dire, un concours de circonstances qui a permis à Draymond d'émerger, parce qu'il faut se rappeler que finalement, sans la blessure de David Lee, il serait resté probablement un remplaçant autour de 15-20 minutes maximum, avant peut-être de pouvoir permettre au staff de se rendre compte de l'impact qu'il pourrait avoir. C'est la blessure de David Lee qui a fait que les Warriors ont décidé de le mettre dans le 5 et qu'ils se sont rendus compte un petit peu de ce qu'ils avaient sous la main. Mais voilà, Steve Kerr se cache pas du fait que c'est pas tous les jours simple, en fait, quand t'as un mec comme Draymond Green, et qu'il faut accepter, en fait, ça fait partie du package, que si tu veux qu'il puisse t'apporter tout ce qu'il peut t'apporter, faut aussi que tu acceptes que ça soit un mec
qui est sur le fil du rasoir, quoi, qui peut vriller. Alors parfois c'est fantastique et parfois ça t'amène dans tout un tas de problèmes. Bah, c'est ultra que ça. Même encore aujourd'hui, il est toujours décrit leur relation comme très conflictuelle. Je veux dire, les deux s'insultent. Je pense que Kerr, il a cette relation-là avec personne. Et je me demande s'il y a peut-être même aucun autre coach en NBA qui a une telle relation avec son joueur. Parce que, évidemment, Steve Kerr, il adore, il lui fait des compliments non-stop, surtout dans les périodes où Draymond est bien. Mais il le dit, parfois, on s'insulte, on se dit des trucs vraiment très, très durs devant tout le monde, devant le groupe. Parfois en privé aussi. Mais derrière, ça se finit toujours bien. Et d'ailleurs, je me demande quelles ont été les discussions au moment de l'incident avec Jordan Poole, parce que c'est la première fois qu'il se passait un truc comme ça pour les Warriors, un truc aussi flagrant et aussi public. Donc je pense que la relation qu'il avait créée avec Steve Kerr déjà avant et avec Bob Myers aussi, avant qu'il ne parte, ça a été très important. Mais c'est un joueur totalement unique, c'est le joueur le plus complexe, je pense, qui est dans la NBA d'aujourd'hui, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Ce côté à la fois rupture et à la fois continuité, et, c'est ce qu'en fait un joueur fascinant et qui est à la fois un peu ancré dans le passé avec sa mentalité. On en avait parlé aussi dans le MOOC sur les Bad Boys. Bad Boy, oui, on l'avait même mis sur la cover. Voilà, il a ce côté Bad Boy où tu sais que ça s'est confirmé après. Hein, la patate à Jordan Poole, c'est quand même un move assez Bad Boy, le truc que tu peux pas éviter et à côté de ça, il a aussi ce côté meneur, joueur extrêmement intelligent. Cette psychologie qu'on peut retrouver chez des joueurs plus calmes et moins volcaniques que lui, je le trouve fascinant en fait. Ouais, parce que pour revenir, tu parlais de l'incident de Jordan Poole, mais alors, pour commencer quand même par le positif, donc quand même, Draymond Green avec les Warriors, c'est 4 titres NBA, 2015, 2017, 2018 et 2022 le plus récent. Mais c'est vrai que tu parlais de discussion qu'il a dû avoir avec Steve Kerr après l'incident de Jordan Poole. Il y avait déjà eu cette question-là après la finale 2016, perdue par les Warriors après un comeback historique de la part des Cavs, mais qui a été lancé quand même par la suspension de Draymond Green suite à l'action dont je parlais, là où il y a une action de jeu, LeBron se retrouve à passer au-dessus de Draymond Green, clairement en signe de défiance, hein, mais voilà, derrière Draymond Green qui lui met une patate dans les parties génitales, suspension pour un match, et derrière la série va en 7 matchs, et les Cavs réussissent ce comeback. Et finalement, on parle que de ça, on a oublié que Draymond Green fait peut-être l'un des matchs 7 les plus fous de l'histoire, avec un triple-double somptueux. Malgré tout, c'est quand même Cleveland qui gagne, et même à l'époque, on se disait, mais est-ce que le groupe va pouvoir lui pardonner en fait ce craquage. Voilà, on sait à quel point c'est dur d'aller en finale, donc finalement ça s'est bien passé. Ils en ont regagné 3 autres titres depuis. Et finalement, on se posait aussi la question, après l'embrouille avec Jordan Poole, on s'était dit, mais est-ce que le groupe va pouvoir lui pardonner? Est-ce que le groupe va pouvoir accepter? Finalement, le consensus a l'air de montrer qu'aux yeux des Warriors et aux yeux des membres les plus influents de l'équipe, à savoir le coach, le GM, donc, dont tu parlais juste avant, et puis Stephen Curry et Klay Thompson, l'importance de Draymond Green est trop grande pour qu'on se prive de lui. C'est ça, et sa chance, c'est que c'est presque que le joueur en question a été Jordan Poole, qui visiblement a agacé un peu d'autres joueurs de cadre de l'effectif. S'il avait fait ça sur, j'allais dire Kevin Looney, qui est le parfait soldat, le gars qui est là depuis plus longtemps aussi, mais bref, un joueur un peu moins clivant déjà au sein de l'équipe, ça aurait été plus compliqué. Mais il a eu le droit, il a le bénéfice de l'ancienneté, et enfin, tout le monde sait ce qu'il apporte. Je veux dire, c'est aussi ça. Il a acquis un statut particulier au sein des Warriors, ce qui fait qu'il a eu le droit de faire cette incartade qui était quand même très très limite, et je pense que on va pas faire le bilan de la saison là des Warriors, mais ça a eu un effet je pense dévastateur, surtout sur la dynamique de l'équipe. Jordan Poole avait pris une importance contractuelle dans l'équipe. Les autres, je pense qu'ils ont eu aussi un peu de mal à se situer au début, parce que c'est assez clair qu'ils lui en ont voulu d'avoir fait ça. Je veux dire, personne n'a compris, que ce soit Curry, Thompson, personne n'a cautionné ce qu'a fait Draymond Green, mais ils lui ont passé ça, et je pense quand même qu'il a sur les années qui lui restent avec les Warriors, il a quand même plutôt intérêt à ce qu'il n'y ait plus de vraiment gros incidents de cet ordre-là, et qu'ils redeviennent juste, ce qui est déjà beaucoup, mais le leader émotionnel et le général de défense de l'équipe, c'est ce qu'ils attendent. Moi, j'avoue que j'étais pas certain que, en tout cas avant l'incident, au moment de l'incident, j'étais pas certain qu'il prolonge.
c'est avéré que Jordan Poole était un cas plus complexe que prévu, et qu'ils s'en sont débarrassés quasiment à la première occasion venue. Mais j'étais pas certain que je me disais que c'était peut-être celui qui serait coupé s'il devait y avoir, ou transféré en l'occurrence, s'il devait y avoir séparation du noyau historique. Ouais, bah alors tu disais, effectivement, pour revenir sur son nouveau contrat quand même, donc il vient de rempiler pour 4 ans et 100 millions de dollars. Ouais. En gros, c'est, pour faire simple, c'est quasiment 25 millions de dollars la saison. Ça commence un peu plus bas, ça se termine un peu plus haut, mais en gros, c'est assez constant. Il y a 3 années garanties. La 4e, c'est une player option du côté de Draymond Green, donc il pourra choisir à l'issue de la saison 2025-2026 s'il veut rester pour sa dernière saison ou s'il veut mettre fin à son contrat. Il a 33 ans. Ce qui fait que donc il en aurait 37 à la fin de son nouveau contrat. On peut imaginer que c'est son dernier contrat, ou du moins c'est son dernier gros contrat. Ouais. Ça, je pense qu'on peut l'imaginer. Et c'est vrai qu'il y a toujours cette question finalement sous-jacente de savoir si est-ce que ce sont les Warriors qui ont fait Draymond Green ou est-ce que c'est Draymond Green qui fait les Warriors? Est-ce que s'il était tombé dans une autre équipe, il aurait pu être aussi fort ou avoir un tel impact? C'est toujours la question qui est très complexe avec Draymond. Moi, je pense quand même que son impact est parfois, je trouve, quand même sous-évalué quand on voit ce qu'il apporte aux Warriors. Si on regarde que les stats, ça peut se comprendre. Je vais vous donner ses stats en carrière. 8,7 points à 44,9%, 7 rebonds, 5,6 passes. Si tu regardes que ça, tu dis ça peut pas être un Hall of Famer. Tu te dis mais c'est pas lui qui peut faire la différence à ce point. Et pourtant, si, c'est vraiment quand même l'un des joueurs qui font de cette équipe ce qu'elle est. Je pense que ce qu'il apporte en attaque et en défense, c'est difficilement réplicable. Et donc, je suis d'accord pour dire que si tu mets Draymond Green dans une équipe nulle, si tu as mis Draymond Green aux Pistons cette année, par exemple, les Pistons auraient certainement été meilleurs, mais je pense pas que ça aurait fait d'eux, ne serait-ce que des prétendants aux playoffs, où ça leur aurait garanti une place en playoff. Par contre, si tu le mets dans une équipe qui est vraiment forte, ça te lève quand même le... Tu sais, c'est toujours cette image des Américains entre ceux ils appellent ça les floor raisers, ceux qui montent le sol, ou ceux qui sont les ceiling raisers, ceux qui te permettent d'élever le plafond en fait, de ton potentiel. Pour moi, il fait clairement partie de cela, quoi. Ouais, moi j'ai souvent tendance à penser qu'un joueur fort, il peut être fort partout, il est capable d'avoir un impact absolument partout. Draymond, je suis assez d'accord avec toi, c'est-à-dire que il faut surtout pas sous-estimer l'importance qu'il a dans la dynastie, et il est probable que les Warriors auraient pas gagné autant de titres ou auraient pas connu le même succès s'il n'avait pas eu, parce que si Curry, si Thompson et même si Kevin Durant au moment où ils étaient ensemble ont pu être aussi forts ensemble en même temps, il fallait qu'il y ait quand même ce joueur-là avec cette espèce de combo, ce cocktail rarissime de playmaking et de défense, un type qui est pas du tout une menace extérieure, mais qui apporte d'autres choses, qui a une personnalité très très particulière. Mais voilà, tu dis, tu l'aurais mis à Détroit ou Houston cette année, il aurait plus frappé des gens qu'apporté des victoires, à mon avis. Tu vois. Le connaissant avec ce côté, les jeunes, ils croient tout savoir, mais ils se comportent pas comme des adultes et machin. C'est ce qu'il a dit récemment en parlant de une de ses nombreuses apparitions médiatiques récentes. C'était pour dire qu'avec Chris Paul, ça irait, même s'il pouvait pas se blairer à la base, mais que ça irait parce que au moins c'était un adulte et que ces derniers temps, il a vu comme coéquipier des joueurs qui n'étaient pas très adultes. Donc tu vois, mais tu l'aurais mis dans une équipe comme les Spurs de l'époque où il y avait beaucoup d'altruisme de la défense, où tout n'était pas basé sur le tir extérieur. Je veux dire, il aurait été parfait. Et dans d'autres, j'ai pas forcément d'autres équipes comme ça en tête, mais des équipes bien construites avec un vrai collectif où personne n'aurait attendu de lui des exploits individuels quels qu'ils soient. Il aurait trouvé le moyen de faire son chemin. Je veux dire, tu vois la mentalité du type, c'est un mort de faim. Au niveau psychologique, dans tous les cas, il aurait été bon. Après, je pense que c'est quand même le mariage optimal qu'il pouvait y avoir avec la façon dont cette équipe a été construite. Et ça, c'est une ode à la gloire des Warriors. Tout le monde dit ouais, mais ils ont eu Kevin Durant, c'est de la triche et machin. Mais sinon, à part KD, c'était que des joueurs draftés ou qu'ils ont fait venir par leurs propres moyens, qu'ils ont développé eux-mêmes, dont Draymond Green. C'est un coup de génie. Et donc voilà, je suis d'accord. Je pense qu'il serait peut-être pas devenu Draymond Green partout, mais dans la plupart des cas et des bonnes équipes, il serait devenu le joueur qu'il est aujourd'hui. Et c'est-à-dire, c'est évidemment un Hall of Famer parce que quand dans les rares dynasties qu'il y a eu en NBA, la plupart des joueurs majeurs qui ont été là à chaque fois, ils ont été Hall of Famer. Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est plus que le Draymond Green qu'on connaît actuellement. Dans n'importe quelle autre équipe, il aurait été bon,
Mais par contre, je suis pas sûr pour autant que n'importe quelle équipe lui aurait permis de devenir Draymond Green. Dans le sens où, tu as tout à fait raison, il faut rendre hommage aux Warriors parce qu'ils ont vu que c'était pas un joueur c'est un joueur inédit, qui correspond à aucune des grilles classiques des joueurs et certainement pas des power forward. Ils ont eu quand même l'intelligence de voir l'impact qu'il pouvait avoir, de lui donner des minutes et derrière de lui permettre de devenir qui il est. Je pense qu'honnêtement, qu'il y a bien 20 équipes de NBA, si elles avaient drafté Draymond Green, on n'aurait jamais su à quel point Draymond Green aurait pu être fort parce qu'il serait dit, bah non, c'est un power forward, il est trop petit, il faut qu'il puisse prendre plus de rebonds ou quand on lui donne la balle, il peut pas jouer dos au cercle, il n'est pas assez adroit pour tirer à 3 points, donc c'est pas un intérieur moderne et qu'aurait pu vraiment passer entre les mailles du filet. Et je pense que ce qui l'a aidé effectivement à émerger en plus aux Warriors, c'est d'être dans une équipe avec 2 shooters fantastiques. C'est-à-dire que les Warriors n'ont pas eu besoin de se dire est-ce que c'est compliqué si on met un non-shooter sur le terrain en même temps que ces mecs-là, parce que ces mecs-là de toute façon ils sont des tels aimants à défense et ouvrent des brèches dans la défense qui lui ont permis d'émerger, d'être le joueur qu'il est, et derrière en retour c'est lui qui a permis aux brèches de devenir encore plus béantes avec les qualités dont on parlait tout à l'heure, que ce soit qualité de passe, vision de jeu, intelligence, c'est ça qui lui a permis vraiment d'évoluer. Mais tu vois, honnêtement, c'est vrai que s'il avait été drafté par je sais pas quelle équipe, tu vois, on pourrait donner, mais ne serait-ce que les Kings de l'époque où il a été drafté, je suis pas sûr que Draymond Green aurait pu émerger par exemple. Non, c'est clair. Mais puis, il apporte il t'offre des options aussi, parce que tu peux le mettre en 4, avec un 5 plus traditionnel, tu peux le mettre en 5 sur du small ball, selon l'adversaire. D'ailleurs, la question va peut-être encore se poser cette année. Ils vont peut-être, vu qu'ils sont en train de réfléchir à comment intégrer Chris Paul, ils vont devoir se demander quel sera exactement le positionnement et le rôle de Draymond Green, suite Kevon Looney. Mais c'est un joueur qui t'apporte des options, parce que il peut remonter la balle, il oriente. Il y a même des phases dans sa carrière où il n'a pas été maladroit à 3 points. Il l'a dit. Il a dit, c'est moi si je me mets en tête que je vais avoir des opportunités à 3 points et que vous me laissez ouvert, je vais travailler dessus et puis je vais sanctionner, tu vois. Peut-être même encore aujourd'hui, mais je pense pas qu'on reverra la configuration où les Warriors ont besoin des shoots extérieurs de Draymond. Là, Ouais. sur les années qui viennent, je pense qu'ils ont encore en eux au moins un run vers le titre, avec si tout le monde est en forme et que ça se remet d'équerre après la saison dernière qui a été un peu compliquée. Il est encore tout à fait capable d'être ce général de défense totalement fondamental et le playmaker qui apporte du liant dans toute cette équipe. Ouais, c'est clair. Tu faisais allusion à sa saison 2015-2016, qui d'un point de vue C'est ça, statistique est sa meilleure saison. C'est l'année où il est élu meilleur défenseur de l'année, si je me trompe pas, ou 2016-2017. Je me trompe peut-être d'une année. En tout cas, ce sont ces 2 saisons-là. C'est ça, en 2017, il est élu défenseur de l'année. Alors, 2017, défenseur de l'année, c'est l'année d'avant, je crois, qu'il réalise sa meilleure saison statistique, où il est à 38,8% à 3 points, quelque chose comme ça. C'est cette saison-là où il est à 14 points de moyenne. Il y a une saison qui fait à 14 points de moyenne aussi. J'ai plus ça sous les yeux, bien sûr. Alors la saison à 14 points de moyenne, c'est 2015-2016 C'est ça, donc c'est celle-là. et la suivante, c'est celle où il est élu défenseur de l'année. C'est ça, donc c'est en 2015-2016, l'année où les Warriors remportent 73 matchs. C'est sa meilleure saison vraiment d'un point de vue statistique. Mais c'est vrai que c'est assez fou de te dire aujourd'hui, ce mec-là va être Hall of Famer, en tout cas à nos yeux, et c'est un Hall of Famer automatique. Ah bah oui. Pour un mec qui a été que 4 fois au-dessus de la barre des 10 points en carrière, tu vois, il n'y en a pas tant que ça finalement des gens comme ça. C'est pour montrer à quel point c'est vraiment un joueur atypique, quoi. C'est ça, et je ne sais pas si on en reverra beaucoup, parce que on est à une période où on cherche de la taille du shoot, de la capacité à s'écarter, et un joueur comme ça qui est un peu petit, aussi fort défensivement, on est sur un joueur unique qu'on n'a quasiment jamais vu avant et qu'on reverra peut-être jamais après, parce que on peut se demander aussi ce qu'il aurait donné à une autre époque. Bon, en termes de dureté défensive, tout ça, il n'y a pas trop de problème il n'y a pas trop de questions à se poser, mais est-ce qu'une équipe aurait pu à l'époque, aurait eu assez l'ouverture d'esprit pour le faire jouer comme les Warriors l'ont fait jouer, comme les Warriors l'ont utilisé? Et est-ce que si un joueur de son profil qui se manifeste, qui arrive dans la ligue dans quelques années, est-ce qu'on va se dire, ah bah c'est bon, on a trouvé un autre Draymond Green, mais est-ce qu'il aura vraiment tous les ingrédients en termes de personnalité notamment? J'insiste vraiment dessus parce que c'est quelque chose d'important. On l'a vu dans un vestiaire, dans un groupe, il n'y a pas que les qualités sur le papier. Il faut aussi après que ça se marie bien avec le reste du groupe, et parfois ça se marie pas bien, comme on a vu avec Jordan Poole. Mais
Ouais, mais oui, la question ne se pose même pas pour le Hall of Fame. Pour moi, je sais plus quel site fait le pourcentage de probabilité en fonction du palmarès et des stats et de tout ça. Je crois que dans tous les cas, il est déjà un pourcentage très très élevé et il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Ouais, mais c'est vrai que finalement, quand on parle de la révolution du jeu amorcée par les Warriors, on pense avant tout au tir à 3 points. C'est quand même le truc qui revient le plus vite. Mais c'est vrai qu'il y a tout l'aspect positionless basketball, ce concept selon lequel finalement, on n'est plus obligé d'avoir une position spécifique qui corresponde à un certain nombre de tâches. Et que finalement, c'est aux entraîneurs de trouver comment tirer le maximum de chaque joueur et de son potentiel de manière à faire en sorte que le jeu fonctionne. Et Draymond Green, c'est quasiment c'est un peu le poster de l'image même de ce concept de ce qui régit aujourd'hui la NBA, quoi. Ouais, c'est clair. Mais encore une fois, je vois sur même le profil des joueurs qui sont sortis depuis sa draft ou depuis son avènement, en fait, hein, depuis que toute cette période où ils ont enchaîné les titres, enfin 3 en 4 ans, et que là, comme ça, de tête, je vois pas de joueurs comme Draymond qui sont sortis vraiment, tu sais, avec c'est exactement le même cocktail, le même profil. Il y a des joueurs dont on dit qu'ils sont capables de défendre sur quasiment toutes les positions, qui ont un peu de playmaking, mais je vois pas, parce que soit ils sont plus grands, soit ils sont moins leaders au niveau oral. Il y a rien que là, dans tous les joueurs qui arrivent, on est sur autre chose. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un ovni dans le paysage. Et puis même, juste pour le personnage qu'il est en dehors, le côté podcast, il est absolument partout, et même dans son propre podcast. Parfois, je me dis qu'il est trop présent, en fait, qu'il fait trop parler de lui, et que c'est peut-être un peu, c'est presque dangereux. S'il a le coup de pompe qu'il a eu la saison où les Warriors perdent Curry, où ils vont pas en playoff, il avait eu un vrai coup de pompe, et il l'avait dit d'ailleurs. Il avait dit ce qui m'a réveillé, c'est que mes gamins m'ont dit en gros, ah, mais t'es nul en fait. On regarde des trucs, mais t'es pas très fort en fait, papa. Et ça lui a mis une claque à l'ego, et il s'est remis à bosser. Et sur la saison d'après, ils ont vraiment été forts, et il est redevenu le joueur qu'il était. Mais c'est je vois toujours aussi. Moi, je veux juste qu'il se disperse pas trop, parce que là, je trouve que là, si on en a parlé, quand on en discutait entre nous, on s'est dit, tiens, quel joueur fait parler de lui en ce moment? Franchement, Draymond Green, il n'y a pas un jour sans qu'on écrive une news sur lui, et pourtant, c'est pas Victor Wembanyama, c'est pas LeBron James, et parce qu'il est partout, et il a envie de donner son avis aussi, tu vois, c'est ça, c'est le côté. Maintenant, il est conscient que son avis est écouté, respecté, et puis tu te rappelles au moment où, juste avant que les Warriors ne soient champions pour la dernière fois, il avait prévenu, hein, il avait dit, vous n'avez pas intérêt à ce qu'on soit champion, parce que sinon vous allez m'entendre, vous allez nous entendre et vous allez m'entendre, et il n'avait pas menti. Bah ouais, non, mais tu fais bien de souligner ça, parce on a surtout mis en exergue les qualités de Draymond, ce qui fait de lui un joueur à part, mais ça empêche pas quand même, et que je comprends qu'il soit aussi clivant, que certains joueurs, pas joueurs, mais que certaines personnes ne puissent pas l'encadrer, parce qu'il y a effectivement quand même des choses qui sont assez agaçantes. Tu parlais de ces prises de parole ininterrompues, quasiment. Là, ça va même au plus culte, parce qu'en fait, la semaine dernière, il y a un compte parodique qui a publié une fausse quote de Kevin Garnett, et Draymond Green a pris ça pour argent comptant. Il est parti à 200% en balançant sur Twitter, en répondant et en mettant Kevin Garnett. Mais de quoi tu parles à jouer les bonhommes, en gros, t'as essayé ça avec moi une fois. Enfin, je vous fais une paraphrase qui est pas du tout précise, mais allez voir par vous-même. En gros, il est parti à 200% en essayant d'embrouiller Kevin Garnett. C'est Kevin Garnett qui lui a renvoyé un tweet en mode hey, mec, regarde mieux, hein, c'est un compte parodique. Par contre, va peut-être falloir qu'on discute maintenant, parce que t'es parti un peu vite, quoi. Ça, c'est quand même des choses qui sont un peu agaçantes, parce que au-delà des deux choses qu'on a mentionnées, là, le coup porté à LeBron en pleine finale NBA, la patate calée à Jordan Poole en début de saison dernière, à l'âge qu'il a, 33 ans, alors bien sûr, tu as besoin qu'il soit sur le fil du rasoir pour ce qu'il peut t'apporter sur le terrain. En dehors, je pense effectivement que ça serait intéressant, et que ça serait un peu soulageant pour tout le monde, qu'il puisse le trouver le moyen de mettre un peu la pédale douce, comme on dit, quoi. Ouais, moi, je n'ai pas l'impression qu'on se dirige vers ça, parce qu'il est de plus en plus actif, et il a de plus en plus envie de donner son avis. Et bon, il n'y aura pas de souci avec LeBron, parce qu'ils sont devenus, ils sont comme cul et chemise maintenant. Ah oui, c'est sûr. Je crois que c'est l'amitié qui m'a le plus surpris depuis toujours, presque, je pense, parce qu'on sait que les mecs, même si c'était des grands rivaux à l'époque, dans les années 80-90, il y avait ce respect, côté on se retrouve en équipe nationale, tout va bien, mais là, le côté avec LeBron, enfin, il avait eu des mots super durs pour LeBron, hein, même ce qui s'est dit entre eux pendant les matchs, le coup de la suspension, et là, ils sont vraiment,
avec le même agent. Il n'arrête pas de dire partout que c'est le GOAT. Enfin, moi, honnêtement, je pensais vraiment qu'il allait trouver le moyen de rejoindre LeBron quelque part, que ce soit aux Lakers ou ailleurs. Et je suis presque content qu'il reste aux Warriors quand même, parce que j'aime bien les histoires où les joueurs peuvent rester jusqu'au bout dans la franchise qui les a draftés et dans laquelle ils ont connu les plus grands succès. Mais je ne crois pas qu'on soit parti pour un Draymond calmé, honnêtement. Il m'a l'air là, nouveau contrat, Jordan Poole qui est parti. Je pense qu'on n'a pas fini de l'entendre. Ouais, c'est marrant cette amitié avec LeBron, effectivement. Alors là, c'est de l'extrapolation totale. Je me suis toujours demandé quand même si, en bon communicant et en historien du jeu qu'était LeBron, il n'avait pas pris quelques pages du cahier de Bill Russell là, qui se mettait Will Chamberlain dans la poche en l'invitant à manger avant les matchs, etc. En jouant un peu sur la corde sensible, en se disant mieux vaut qu'il met à la bonne, sinon il va encore plus me casser les pieds si on se recroise en finale. Vu le nombre de fois où ces deux équipes se sont croisées en finale, c'est... Mais oui, effectivement, c'est très étonnant. Ce qui est marrant aussi, c'est ce côté, il est très anti-establishment, à pointer du doigt les médias ou les fans en disant « Ouais, vous n'y connaissez rien ». Et il fait aussi partie de ces joueurs qui, finalement, quand ils ont un micro devant le visage, racontent tout autant de bêtises et d'absurdités que des Stephen A. Smith ou autres. Tu parlais de l'anecdote avec Andrew Nicholson. Tu dis, mais attends, pourquoi tu sors ce mec-là qui sort de nulle part, qui a demandé rien à personne, qui fait sa vie là où il fait sa vie sans embêter, et après tu vas te plaindre du fait que les journalistes ou les médias, tu sais, affichent un petit peu des joueurs en les pointant du doigt. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait là. Je parlais encore d'une de ses récentes interventions dans le podcast de Patrick Beverley. En passant, c'est encore vraiment la réunion des deux, c'est quand même improbable et c'est le meilleur moyen de dire un paquet de conneries, c'est quand même pas mal. Il dit que 60% des joueurs de la ligue ont 0 QI basket. Donc il s'est mis 60 et il dit je suis très généreux. Donc c'est drôle, nous on lit ça, on trouve ça marrant parce que voilà, c'est un tacle un peu. Mais c'est-à-dire tu te mets 60% de la ligue à dos, les mecs qui vont lire ça, ils vont se dire ah non mais c'est Jack il est chiant sur le terrain, mais en plus il dénigre tout le reste, il n'est pas corporate. Ils vont tous être d'accord avec lui parce qu'ils pensent tous faire partie des 40% qui ont un QI basket. Tu vois, là, tu prends pas de risque. Faut que tu commences à lister les mecs si tu veux, si tu veux que ça pulse un petit peu, quoi. Mais bon, tu vois, c'est là que c'est un personnage paradoxal parce qu'on parlait OK, il est brouillé avec LeBron, c'est son ennemi pendant des années. Il dit on est en mode années 90, il n'y a pas d'amis. Et puis au final, ça devient son grand pote. Parfois, il va dire des énormités, je trouve, devant les médias ou des trucs contradictoires comme ceux que tu viens de mettre en lumière. Mais il y a parfois où il dit des trucs, je parlais du côté analyste, ou même parfois dans son podcast, il dit des trucs qui sont tellement inspirés, profonds sur le basket et même en dehors que je trouve ça hyper... il est paradoxal, ce mec. Moi, je pense à chaque fois aussi après la mort de Kobe, je pense que c'est celui dont la réaction m'avait le plus retourné, quoi. J'avais de côté ces déclats parce qu'à l'époque, elle m'avait vraiment marqué. Il disait, donc Kobe était mort peut-être, je sais pas, 4-5 jours avant. Et il parlait du fait qu'il se mettait à la place de Kobe parce qu'il avait des enfants lui aussi. Il essayait de se mettre à sa place dans la même situation au moment de l'incident. Et il disait, Kobe aurait essayé de déplacer une montagne pour ses enfants et personne n'aurait pu lui dire qu'il n'était pas capable de le faire. C'est malheureusement très graphique à imaginer. Mais pendant ce drame, je l'imagine avec sa fille, probablement en train de lui dire que tout va bien. Il sait que ce n'est pas le cas, mais en tant que père, tu ne peux pas montrer à ta fille que ça ne va pas. Je n'étais pas à côté de lui dans cet hélicoptère, mais je sais comment Kobe est parti, en serrant sa fille aussi fort que possible et en lui disant que tout va bien se passer. Ça me dévaste parce que je suis un père, je pense à sa femme et à ses 3 filles, et au fait, maintenant, personne n'est là pour leur dire que tout va bien se passer. Alors, je l'avais vu, ce truc-là, j'étais par terre, quoi. Je me dis, ce mec que je prends pour encore une fois, une brute épaisse, c'est pas le bon terme, mais sur un mec qui est pas capable de dire des choses aussi profondes, je l'avais trouvé d'une humanité et d'une profondeur incroyable, et ça contribue au côté paradoxal du personnage, je trouve. Ouais, complètement, c'est vraiment étonnant ce Draymond Green. La question que je me pose un petit peu, et ce qui va être intéressant, c'est de voir ce qu'on peut attendre de lui et des Warriors pour les saisons à venir. Tu le disais tout à l'heure, là, moi je pense aussi effectivement que les Warriors ne sont pas à sortir de l'équation des équipes qui seront des contenders dans les saisons à venir. On a vu à quel point la conférence Ouest était relevée, allait l'être encore plus l'année prochaine. Quand on faisait le bilan un petit peu de la conférence Ouest, on se disait, mais en fait, à part peut-être Portland, si finalement Damian Lillard est tradé, il y a
t'as quasiment 14 équipes qui peuvent se dire bah non, nous on veut jouer les playoffs, ou on veut être champion, ou on veut ceci, cela. Sachant qu'il y aura forcément plus de déçus que de ravis à la fin de la saison, à la fin de la saison. Mais effectivement, il y a une fenêtre, je pense, pour les Warriors, en fonction de comment ça se passe de leur côté, de comment ça se passe du côté des autres équipes. Comment est-ce que tu vois, toi, son évolution en tant que joueur, finalement, tu vois, sur son rendement, lui, pas tant l'équipe, mais lui, est-ce qu'il peut apporter comment est-ce que tu vois les saisons à venir du côté de Draymond? Moi, je lui imagine encore 2 bonnes saisons. Enfin, sur un pic physique, je pense qu'il est encore assez bien athlétiquement, même si c'est pas la base de son jeu, mais il faut quand même qu'il soit en bonne condition. Je le vois encore très fort pendant 2 saisons sur le côté défensif, notamment, et playmaking. Mais sur les Warriors en général, je pense qu'il aura toujours le même impact. Et là, comme je te le disais tout à l'heure, je pense qu'il va se sentir un peu renforcé par la nouvelle disposition de l'équipe sans Jordan Poole, avec des jeunes joueurs sur lesquels peut-être qu'on comptera moins. Il n'y aura plus le côté, allez, c'est le moment, c'est la transmission, il faut à la fois jouer le présent et en même temps préparer l'avenir. Je pense qu'ils sont plus trop dans cette optique-là et qu'ils se voient plus en train de se dire, bon, on a 3-4 ans devant nous avec les contrats de Clay, de Draymond, de Steph. Et je pense qu'ils vont tout miser sur leurs dernières bonnes années. Il y en a peut-être 2, 3, je ne sais pas. Ça dépendra quand même beaucoup de Steph Curry, qui me semble être plutôt en bonne forme physique. Mais je ne peux pas les écarter des prétentions pour le titre, parce qu'avec tous les problèmes qu'ils ont eu l'année dernière, ils ont quand même, ils sont sortis contre le futur finaliste de conférence, les Lakers. Je pense qu'ils sont capables, ils ont encore ça en eux, ils sont capables de faire reset et de s'appuyer à la fois sur leur succès, sur la formule qui a marché les années passées, tout en se disant peut-être que là on aura un bon Klay Thompson en playoff. Ça n'avait pas été le cas contre les Lakers notamment, un Draymond toujours à son niveau défensif et au playmaking, Curry toujours à son niveau, et autour peut-être un Wiggins qui va pas manquer 30 matchs en plein milieu de la saison. Ouais, c'était vraiment une anomalie vu voilà. sa carrière. C'est le mec qui est jamais blessé, qui rate jamais de match, puis là il a raté 30 quoi. C'est ça, et même Steve Kerr qui a fait son autocritique il y a pas longtemps en disant qu'il sentait qu'il avait un peu échoué dans la manière de manager tout ce qui s'était passé autour de l'équipe, dans l'équipe et même sportivement. Je pense qu'ils sont prêts à faire un peu table rase de ce qui s'est passé et repartir au combat. De toute façon, une équipe où il y a Stephen Curry et qui a le même noyau dur depuis toutes ces années, le même coach, je ne peux pas l'écarter de la course aux prétendants. Et je n'ai pas encore réfléchi aux positions, au classement, aux pronostics qu'on fera pour le début de la saison, mais je les mets dans les favoris à l'Ouest. Ils sont top 4 pour moi sans hésiter, même avec l'espèce de course à l'armement qu'il y a eu. Toutes les équipes qui sont renforcées, qui sont compétitives, je vois les Warriors très bons et je vois Draymond Green égal à lui-même, si tant est qu'il ne se disperse pas et ne se sente pas trop confiant après tout ce qu'il y a eu et ce qui est plutôt à son avantage récemment. Ouais, ça va être intéressant aussi de voir ce que les Warriors vont faire avec Klay Thompson, qui lui aussi sera éligible à une extension de contrat. J'espère en tout cas, vu que Stephen Curry, c'est pas une surprise qu'il aille nulle part. Voilà, je pense que ça reste que d'être l'un des derniers grands là, à rester, peut-être faire sa carrière, l'intégralité de sa carrière dans la franchise qu'il a draftée. C'est vrai que pour l'image, pour l'histoire, ça serait vraiment beau que ces trois-là fassent leur parcours ensemble jusqu'au bout. J'imagine qu'en re-signant Draymond Green, ça veut quand même dire aussi que derrière, il y aura la volonté de re-signer Klay. Il faudra voir aussi où se fera le compromis. On est obligé de reconnaître que Klay, malheureusement, n'est plus le Klay des grandes années. Il faudra trouver un compromis de part et d'autre. Moi, je suis assez confiant là-dessus. Pour la saison à venir, en fait, finalement, j'étais hyper surpris que les Warriors fassent venir Chris Paul. D'un point de vue, encore une fois, on en avait parlé dans un podcast avec Antoine, enfin tous les trois, d'un point de vue style de jeu, j'avais du mal à comprendre comment Chris Paul pouvait s'imbriquer dans ce que les Warriors avaient construit et chercheraient à construire. Au bout du compte, je pense que c'est... Alors, il y a un univers dans lequel ça marche pas, dans lequel ça se frite, la mayonnaise prend pas. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue... je me demande si c'est... Enfin, je pense que c'est quand même intéressant, au bout du compte, même si c'était vraiment pas mon premier réflexe, du point de vue de Draymond, parce que... il l'a reconnu, qu'il avait dit devant caméra qu'il aimait pas Chris Paul et que là, ils allaient s'expliquer pour en reparler avant le début de la saison. Ça va aussi lui redonner du grain à moudre pour trouver comment jouer. C'est un joueur cérébral, d'un point de vue basket en tout cas. Chris Paul aussi. Tout le monde va devoir trouver des manières de s'ajuster un petit peu. Et finalement, pour une équipe qui a été aussi forte aussi longtemps,
qui est habitué à jouer autant de matchs de saison régulière, de play-off, il y a un moment, il y a une fatigue mentale un peu qui s'installe, une espèce de routine. Alors quand tout marche, bah, tant mieux, hein, tout le monde aime la routine quand ça marche. Hein. C'est quand ça marche pas que les gens se disent il faut se mettre dans des conditions un peu inconfortables. Je vais quitter ma zone de confort pour reprendre les propos de James on se demande de qui tu parles. Voilà, exactement. Mais là, du coup, il y a un scénario aussi, je pense, dans lequel ça peut être vraiment positif, justement, de repartir sur une zone un petit peu... tout le monde est dans une zone d'inconfort, il faut trouver des ajustements, mais du coup, ça donne du grain à moudre un petit peu à tout le monde. Il y a ce sentiment de nouveauté. Et si ça commence un petit peu à fonctionner, si les rotations commencent à fonctionner, il y a un univers dans lequel ça peut vraiment être intéressant du côté des Warriors. Après, ce qui est sûr, c'est que moi aussi, je pense qu'il y a une fenêtre pour eux. Maintenant, l'âge aidant, etc., je pense qu'ils ils font pas partie des premiers contenders. Du moins, c'est pas les... Je ne les mettrais pas parmi les tout premières équipes, tu vois, que je te citerais si je devais te dire qui, je pense, fait partie des favoris. Mais ils font partie quand même du groupe élite qui a une chance d'aller loin. Et je pense que, voilà, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui souhaiteront croiser leur route en play-off si jamais ils sont pas handicapés par les blessures. C'est clair, mais il y a ce côté... Tu parlais de la routine et tout ça, mais c'est Steve Kerr qui en a parlé et c'est Phil Jackson qui en avait parlé avant lui. Et Steve Kerr a forcément fréquenté Phil Jackson, mais le terme en anglais, c'est mental fat et la fameuse graisse mentale qui s'accumule sur les équipes qui ont gagné et qui ont une formule qui fonctionne et qui n'ont pas besoin forcément de se remettre en question. Là, je pense que tous individuellement, et ça inclut Stephen Curry, ça inclut Draymond Green, avec une petite remise en question et des leçons de la saison dernière qui a été encore une fois très particulière. Je les crois capables de... Oui, alors je pense que Denver, qui est champion en titre, est un peu plus légitime pour le statut de favori numéro 1. À l'Est, il y a toujours les mêmes qui sont là. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, je les mets assez haut dans les prétendants au titre la saison prochaine. Ouais, c'est clair. Et puis, Klay Thompson, ça sera intéressant de voir sa saison parce que finalement, il est revenu quand même de 2 blessures dramatiques enchaînées en back-to-back, 2 saisons blanches complètement. On sait que l'an dernier, il n'avait pas du tout voulu jouer l'été parce que il avait peur, traumatisé par notamment la deuxième de ses blessures, là, c'est le tendon d'Achille. De ce que j'ai pu lire et entendre, j'ai cru comprendre qu'il avait vraiment changé sa façon de se préparer cet été, qu'il allait essayer d'avoir quand même plus de jeux avec contact, histoire d'arriver plus vite dans un rythme. Donc il y a aussi un scénario dans lequel Klay Thompson fait une très belle saison. On pense pas forcément à ses plus belles saisons. Voilà, là c'est normal, avec l'âge et les blessures, c'est plus possible. Défensivement, l'an dernier, il y a certains matchs où il m'a fait un peu mal au cœur, en fait. Parce que ce joueur qui était si fort en défense, tu le voyais se faire un petit peu, tu sais... subissait un peu, notamment j'ai l'image d'un match contre les Sixers où il avait toutes les peines du monde à pouvoir contenir Tobias Harris. Tu vois, vraiment trop gêné par la taille de Tobias Harris, sa longueur, son physique, etc. Mais offensivement, pour l'instant, les équipes adverses sont obligées de respecter Klay Thompson comme si c'était le Klay Thompson d'avant, en fait, jusqu'à présent. Mais ça va pas durer non plus éternellement. Mais si, en début d'année, s'il fait une belle saison, la saison à venir, s'il fait une belle saison, pour moi, ça prolonge aussi l'ouverture de la fenêtre d'opportunité pour les Warriors. Parce qu'en fait, si tu as ne serait-ce que le doute de penser que Klay Thompson peut te sortir des matchs en mode Game 6 Klay, les défenses sont obligées de le respecter en tant que tel, en fait, parce que tu peux pas prendre le risque. Par contre, s'il y a un moment où tu dis, bon, bah non, il met vraiment plus dedans, on peut se relâcher un peu, c'est-à-dire que la concentration de la défense peut switcher un petit peu sur Stephen Curry, ou un peu plus même sur Draymond Green, en se disant, bon, bah, finalement, Draymond Green, on peut le stopper, on peut se dire, bah, on va vraiment mettre un mec qui va être non-stop sur lui pour essayer de couper ses aspects, alors pas scoreur, mais playmaker, etc. Ça complique la tâche de tout le monde. Il y a cette espèce d'effet domino et qui est cool, en fait. Je trouve ça super parce que tu dis, ces 3 joueurs-là, en fait, ils sont liés, leurs destins sont liés, leur histoire est liée. Et maintenant, sur les dernières saisons de très haut niveau de leur carrière, bah, finalement... leur destin continue d'être aussi lié parce que des performances de l'un vont dépendre des performances de l'autre, quoi. Bah, c'est ce que j'aime dans le fait que Draymond est prolongé, que Curry ait clairement fait comprendre qu'il n'irait pas ailleurs avant la fin de sa carrière, qu'a priori Klay, c'est les Warriors ou rien. Je pense qu'il préférera arrêter que d'être envoyé quelque part. En tout cas, c'est ce qui se dessine. Et ce côté, voilà, on pourra reparler de ce trio-là plus tard, alors dans un registre différent, mais comme le trio des Spurs. C'est super qu'ils puissent a priori finir leur carrière ensemble, ou en tout cas continuer aussi tard dans leur carrière à essayer de trouver des éléments pour rester au top niveau. Moi, tu parlais de Klay, je pense que sur les séquences qu'on a vues de lui sur plusieurs matchs la saison dernière, moi c'est surtout les playoffs où je l'ai trouvé en difficulté. La saison régulière, j'en attendais pas des merveilles parce que
voilà, comment tu peux revenir de 2 saisons, de 2 énormes blessures comme ça. Il l'a lui-même dit quand les journalistes l'avaient un peu critiqué. Il avait dit bah ouais, il s'était agacé, mais je Il a eu trouvais des que bons passages en saison régulière, voilà, des ouais, moments où ouais. il était vraiment en feu pendant 1 mois et demi. Voilà, donc ça, je pense il est encore capable de le faire. C'est plus, voilà, en playoff, comme tu le disais, il va peut-être être plus ciblé. Ils auront moins peur de sa défense qu'avant. Mais il y aura toujours le facteur psychologique où j'imagine pas les équipes le laisser au large. Non, bah c'est bon, c'est Clay, on n'a pas besoin de. Je pense que ça, le facteur psychologique, il existera toujours. C'est aussi une force pour lui pour essayer de retrouver ne serait-ce que 60% du joueur qu'il était en playoff. Encore une fois, j'entends, hein, mais. En tout cas, c'est super de voir que ces trois-là, ils continuent à être ensemble. Clay et Draymond Green, ils s'entendent toujours super bien. Je sais que Klay Thompson a dit que Draymond, ça avait été le premier qui avait été le voir après sa deuxième blessure. Il avait passé la journée chez lui juste à jouer aux cartes. Il était allé le voir sur son bateau. Enfin voilà, il y a ces relations-là. Tu te dis, c'est pas des mecs dont on a l'impression que les personnalités pourraient forcément bien matcher en dehors s'il n'y avait pas le contexte d'une équipe de basket. Et au final, ils sont tous liés, connectés. Leur style de jeu se complète et ça, je suis très content de pouvoir voir ça sur les prochaines années, au moins sur la saison qui arrive. Après, ça va très vite en NBA, hein, mais savoir que ces trois-là vont continuer à jouer ensemble, avec peut-être une fenêtre pour un dernier titre, je trouve ça assez excitant. Ouais, d'autant que tu as raison, en fait, tout dépend aussi de Stephen Curry, et c'est vrai qu'on n'imaginait pas que son prime s'étendrait autant. Finalement, on peut se dire qu'il est toujours dans son prime, qu'il n'est pas encore, il n'est Ouais. pas sorti de cette période-là. Et ta comparaison avec les Spurs, c'est hyper pertinente parce que finalement, on s'était dit la même chose de la même chose de Tim Duncan. Alors en 2014, il est plus du tout dans son prime finalement, mais il est quand même toujours aussi impactant pour que les Spurs, pardon, puissent avoir une chance. Je veux dire, quand tu vois où il en était dans sa carrière, tu pouvais pas forcément imaginer qu'en 2014, avec Ouais. l'émergence de Kawhi, hein, j'en conviens, Tony Parker qui venait de signer deux saisons fantastiques, mais tu pouvais pas imaginer forcément que ce trio de cœur Duncan, Ginobili, Parker puisse être encore voilà, au centre d'une équipe qui aille en finale en 2004, deux fois en finale, hein, Ouais. 2013 et 2014, et développe le jeu qu'ils ont développé en 2014 avec voilà, le résultat qu'on connaît. C'est ça, je pense que c'est une bonne source d'inspiration à avoir. Les Spurs, après, les propriétés, les profils des joueurs sont pas exactement similaires, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'institution aussi un peu, d'un coach qui forcément s'inspire de Greg Popovich parce il l'a bien connu. Pour moi, c'est une piste intéressante pour les Warriors de s'inspirer de cette équipe-là, ça me semble plutôt judicieux. Ouais, et puis bon, pour ce qui est de Draymond Green, bah, on verra. C'est vrai que là, il est lié pour un nouveau contrat. Comme on l'a dit, hein, l'histoire elle serait belle s'il restait au Warriors jusqu'au bout. Mm. La seule question quand même que je me pose, moi, c'est ce que tu soulignais tout à l'heure, là, en termes de les sorties de route un petit peu. Est-ce que vraiment les Warriors peuvent en encaisser encore beaucoup? Ouais. Ça risque quand même d'être le baromètre parce que mais j'ai trouvé ça intéressant que lui aussi accepte finalement bah, de mettre un peu d'ose dans ses prétentions, de diminuer un peu ses prétentions salariales Ouais. pour rester avec les Warriors. Je pense que il a bien conscience que finalement sa place d'un point de vue storytelling, elle est plus belle aux Warriors qu'autre part en fait, parce que ce dont on parlait tout au début, là. Si tu le mets aux Kings, par exemple, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour du fait que Mm. les Sacramento Kings puissent essayer de le faire venir, je pense qu'il aiderait les Kings, clairement. Et il a le profil pour les aider à passer un cap, il serait très bon avec eux. Mais voilà, quand tu es resté aux Warriors avec les gars qui t'as gagné tous tes titres, voilà, ça a aussi un attrait que tu peux pas rayer d'un coup, même quand t'es Draymond Green, parce que tu sais aussi que plus tu restes aux Warriors, plus tu es identifié comme étant l'un des artisans de ce succès qui a perduré. Et finalement, quand KD est reparti, le fait que les Warriors gagnent derrière, ils avaient gagné avant KD, le fait qu'ils gagnent en plus derrière sans KD, sans retirer quoi que ce soit à ce que KD a apporté aux Warriors les années où il était Mm. avec eux, ça valide le fait, malgré tout, qu'on le veuille ou non, que les Warriors auraient été grands avec ou sans lui, quoi. C'est ça. Là, Draymond, du coup, les critiques qu'il a émises sur les uns et les autres, elles ont plutôt, ça a plutôt bien fonctionné pour lui finalement derrière, parce que sur Kevin Durant, derrière ils ont regagné. Et là sur Jordan Poole, bon, je parle pas de je parle pas de l'agression, hein, mais ce qu'il a dit après sur le fait que même pendant la saison, hein, sur le fait que certains jeunes ne pouvaient pas se permettre de bouder. Il parlait aussi de Jonathan Kuminga, hein, mais on voit que là, le virage, il est un peu pris pour remettre les vétérans au centre du projet.
il a cette chance-là aussi, c'est qu'il quand il fait une analyse, même si c'est un peu punchy, sans mauvais jeu de mots, derrière, ça fonctionne plutôt bien. On va voir si ces dernières années vont être dans la lignée de ce qu'il annonce, parce que lui, dans ses interventions, il annonce que les Warriors vont clairement encore jouer le titre jusqu'à la fin de son contrat et qu'il veut empiler les bagues pour les prochaines années. De toute façon, voilà, quand tu as Stephen Curry dans ton équipe, c'est comme quand tu as LeBron ou KD, tu joues le titre. Il n'y a rien en dessous, quoi. Voilà, on va refermer la page là-dessus. N'hésitez pas à nous dire en commentaire, vous, ce que vous pensez de Draymond Green. Est-ce que vous le trouvez insupportable? Est-ce que vous pensez que c'est un cancer pour une équipe, ou que c'est un joueur magnifique? Ou même si vous avez des avis totalement inédits, on sera ravis de vous lire et de vous répondre. Nous, on continue à se retrouver tous les matins là, pour le CQFR, du lundi au vendredi. On va continuer à vous abreuver en podcast pendant l'été. On espère que vous profitez bien de l'été et que voilà, on peut vous aider à trouver un petit peu de sources de contenu autour du basket et un peu de grain à moudre. Je me répète un petit peu sur cette expression, mais pendant tout l'été, pour continuer à parler du basket. De toute façon, il y a encore des choses qui vont se passer. On ne sait toujours pas où va jouer Damian Lillard, on ne sait toujours pas où va jouer James Harden. Il y a toutes ces choses-là sur lesquelles on reviendra dès qu'il y aura des infos. Passez une bonne journée, continuez à nous suivre sur les réseaux ou autres, et on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.